J'ai braqué mon arme sur la statue de la Vierge Marie, mais elle a explosé dans ma main. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres témoignages de vie libérée par la foi. Je m'appelle Ferreira, et j'ai pointé mon arme sur la statue de la Vierge Marie, sur la petite place du quartier où je patrouillais. C'était un petit matin de décembre, après une autre violente dispute avec ma femme Sophia à propos de mon penchant pour l'alcool et mon agressivité. J'en avais assez de ces absurdités d'église qu'elle défendait tant. Quand j'ai appuyé sur la gâchette, je voulais prouver qu'il n'y avait rien là-bas d'autre que du plâtre et de la peinture. En y repensant maintenant, je vois que ce moment a été le point le plus bas d'une chute qui avait commencé bien avant. Mais pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là, je dois revenir au début. Je dois vous parler de l'homme que j'étais avant que tout ne s'effondre. Je suis le fils du sergent Ronaldo Ferreira, un militaire strict qui a élevé ses enfants d'une main de fer. Dans notre maison, il n'y avait pas de place pour les faiblesses ou les sentimentalismes. Mon père disait que le monde était cruel et que seuls les forts survivaient. Il m'a appris que l'autorité se gagne par la peur et que les problèmes se résolvent avec les poings serrés. Pendant toute mon enfance, j'ai vu mon père résoudre tout conflit par des cris, des menaces ou la violence. Et j'ai appris que c'était la bonne façon d'être un homme. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai suivi le chemin naturel. Je me suis engagé dans la police militaire de Sao Paulo. Pendant 15 ans, j'ai porté l'insigne comme une armure. Je me voyais comme celui qui réglait les problèmes par les balles, qui ramenait l'ordre dans le chaos des rues. Je patrouillais les quartiers les plus dangereux de la zone sud avec la poitrine gonflée d'orgueil. Pour moi, chaque bandit arrêté était une victoire personnelle. Chaque situation maîtrisée avec autoritarisme était la preuve que ma méthode fonctionnait. J'ai épousé Sophia quand elle n'avait que 20 ans. C'était une jeune femme douce, fille d'une famille catholique traditionnelle qui fréquentait l'église depuis l'enfance. Au début, je trouvais même de l'amusement dans sa foi naïve. Cela me semblait être une chose d'enfant, quelque chose qu'elle surmonterait avec le temps. Je pensais que le mariage et la réalité de la vie lui apprendraient que le monde ne fonctionnait pas avec des prières et des petites bougies. Mais Sophia n'a jamais changé. Même après la naissance de nos enfants, Gabriel et Larissa, elle restait ferme dans sa foi. Chaque dimanche, elle emmenait les enfants à la messe, et je restais à la maison à regarder la télévision ou à faire des heures supplémentaires. Je tenais à faire savoir que c'était une perte de temps. Quand elle essayait de placer une image de saint dans le salon ou dans la chambre des enfants, je l'enlevais et la jetais immédiatement. Cette maison n'est pas une église, Sophia, disais-je. Si tu veux prier, va dans ta petite église. Ici, c'est moi qui commande. Les disputes devinrent plus fréquentes. Sophia essayait de me convaincre gentiment au début. Elle parlait de donner le bon exemple aux enfants, de l'importance de la famille unie dans la foi. Mais je ne voyais rien. Pour moi, la religion était une affaire de gens faibles, de ceux qui n'avaient pas le courage d'affronter la dure réalité de la vie. Tu crois que Dieu te protégera quand un bandit te pointera une arme au visage, me moquais-je. Tu crois que la prière paiera les factures de cette maison? Réveille-toi, Sophia. Le monde réel est cruel et ceux qui ne savent pas se défendre se brisent. J'interdisais toute conversation sur la religion devant les enfants. Quand Gabriel, encore petit, rentrait de l'école en posant des questions sur Dieu ou en racontant des histoires apprises au catéchisme, je coupais court immédiatement. Un homme ne perd pas son temps avec ses fantaisies, disais-je, tu vas apprendre à être fort et comme ton père. Les années passèrent, et mon intolérance ne fit qu'augmenter. Je travaillais exprès le dimanche pour ne pas avoir à supporter cette routine d'église. Quand Sophia rentrait à la maison avec les enfants, je demandais avec ironie si Dieu avait répondu aux prières ou si le prêtre avait inventé une nouvelle histoire pour tromper les dupes. Sophia pleurait en cachette, je le savais, mais pour moi, ses larmes étaient un signe de faiblesse. Je pensais que j'éduquais ma famille à la vie réelle, que je les préparais à un monde où seule la force et l'intelligence comptaient. Je pensais qu'un jour ils me remercieraient d'avoir chassé ces illusions de leur tête. Dans la rue, ma réputation de policier rigide grandissait. Mes collègues me respectaient, mes supérieurs louaient mon efficacité. J'étais fier de la peur que je voyais dans les yeux des bandits quand ils me voyaient. C'est Ferreira, chuchotait-il. Celui-là ne fait pas de cadeaux. Et j'aimais ce pouvoir, cette sensation de contrôle absolu. Pendant toutes ces années, j'ai construit une image de moi-même comme un homme fort, indépendant, qui n'avait besoin de rien ni de personne. La religion était une béquille pour les faibles. Je me suffisais de ma force, de mon autorité, de mon arme et de mon insigne. Je pensais avoir déchiffré la vie,
connaître les règles du jeu et savoir les jouer mieux que quiconque. Mais la vie a une façon cruelle de nous montrer à quel point nous sommes petits. Et pour moi, cette leçon est arrivée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un après-midi chaud de mars, quand j'ai reçu l'appel, poursuite en cours à Capao Redondo. Un vol dans une boulangerie avait mal tourné, et les bandits s'enfuyaient à pied dans les ruelles étroites du quartier. Mon partenaire, le caporal Silva, et moi sommes arrivés rapidement sur les lieux. L'adrénaline coulait dans mes veines. C'était ce que j'aimais dans ce travail. La chasse, l'action, le moment de montrer qui commandait. Nous sommes descendus de la voiture de patrouille et avons commencé à poursuivre deux jeunes hommes qui couraient désespérément. Ils se sont séparés à un coin de rue. Silva a suivi l'un vers la droite, je suis allé après l'autre vers la gauche. Le garçon était agile, sautait les murs et évitait les obstacles avec facilité. Mais j'étais déterminé. Personne ne m'échapperait ce jour-là. La poursuite a duré près de 10 minutes. Nous avons couru dans des rues étroites, des impasses, traversant des cours et sautant des clôtures. Ma respiration était lourde, mais je n'abandonnerai pas. Finalement, le jeune homme a tourné un coin et s'est caché derrière des conteneurs de déchets. Je savais que je l'avais acculé. « Sors de là, gamin !» ai-je crié, l'arme au poing. « Tu n'as nulle part où aller. » Il y eut quelques secondes de silence. Puis, lentement, le garçon s'est levé les mains en l'air. C'est là que je l'ai vu clairement pour la première fois. Il était très jeune, il devait avoir environ 16 ans. Maigre, avec des vêtements déchirés par la course, les yeux écarquillés de peur. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'expression de son visage. Ce n'était pas le visage d'un bandit aguerri, c'était le visage d'un enfant effrayé. « S'il vous plaît, monsieur », a-t-il dit, et sa voix tremblait. Je n'ai rien fait. Je rentrais juste de l'école. Quelque chose en moi a hésité une seconde, mais la colère a vite pris le dessus. Bien sûr qu'il allait mentir. Ils mentaient tous quand ils étaient pris. « Tais-toi », ai-je crié. « Tourne le dos et mets les mains sur la tête. » Le garçon a obéi, mais a continué à parler, la voix pleine de désespoir. « Je jure que je n'ai rien fait, monsieur. J'étudie l'après-midi. Je rentrais juste chez moi. Ma mère m'attend. J'ai dit de te taire. » Ma voix résonnait entre les bâtiments. Le trac de la poursuite, l'adrénaline, la certitude que j'avais affaire à un autre criminel menteur. Tout cela me rendait plus irrité à chaque seconde. C'est alors que le garçon a fait un mouvement brusque. Plus tard, j'ai découvert qu'il essayait seulement de sortir son portefeuille de sa poche pour me montrer sa carte d'étudiant. Mais à ce moment-là, tout ce que j'ai vu, c'est une main se dirigeant rapidement vers la poche arrière de son pantalon. « Il sort une arme », ai-je crié, plus pour moi-même que pour quiconque. Le coup est parti, une détonation sèche qui a déchiré l'air de l'après-midi. Le garçon est tombé immédiatement, sans un cri, sans un gémissement, juste le bruit sourd de son corps, heurtant le béton. J'ai couru vers lui, l'arme toujours pointée, lui criant de ne pas bouger. Mais quand je me suis approché, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien à dire. Ses yeux étaient fixés sur le ciel, vitreux, sans vie. Une petite mare de sang se formait sous sa tête. Sur le sol, à côté du corps, se trouvait une carte d'étudiant ouverte et une photo d'identité d'un garçon souriant, portant l'uniforme de l'école. Mon monde s'est arrêté à ce moment-là, mes jambes ont tremblé et, pendant quelques secondes, je n'ai pas pu comprendre ce qui s'était passé. J'ai pris le portefeuille de mes mains tremblantes. Il était écrit « Douglas Santos Silva, 16 ans, 2e année du lycée, école publique professeur Joao de Freitas ». Il n'y avait pas d'arme, il n'y avait rien d'autre que $2, la carte scolaire et un papier froissé avec un numéro de téléphone écrit au stylo, probablement le numéro de la mère qui l'attendait à la maison. Silva est arrivé en courant quelques minutes plus tard, a vu la scène, a vu mon expression et a tout compris sans que j'aie besoin d'expliquer. « Merde, Ferreira » a-t-il murmuré, en regardant le corps au sol. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne pouvais pas parler. Je ne faisais que regarder ce jeune visage, ses yeux qui ne verraient plus rien. Le fils de quelqu'un, un étudiant qui rentrait de l'école, un garçon dont la mère l'attendait à la maison pour le déjeuner. Il a fait un mouvement brusque, ai-je finalement réussi à balbutier. J'ai pensé qu'il allait sortir une arme, mais même en disant cela, je savais que quelque chose avait très mal tourné. La procédure exigeait que j'attende de voir l'arme avant de tirer, mais la nervosité, l'adrénaline de la poursuite, des années de violence et d'autorité excessive,
tout cela s'est combiné en cette seconde fatale. Les minutes suivantes passèrent comme un flou. Ambulance, enquête, supérieur arrivant sur les lieux, protocole suivi. Je répondais aux questions automatiquement, mais mon esprit ne pouvait pas se détacher de cette image. Le garçon à terre, la carte d'étudiant, les $2 dans sa poche. Ce soir-là, j'ai découvert qui était Douglas Santos Silva, 16 ans, fils unique. Il vivait avec sa mère dans une maison simple à 3 pâtés de maison de l'endroit où je l'avais tué. Sa mère, Donna Kesesao, était femme de ménage et élevait son fils seul. Son père était mort dans un accident de travail quand Douglas avait 10 ans. Le garçon était l'un des meilleurs élèves de sa classe. Il rêvait de faire des études d'ingénieur. Il n'avait jamais été impliqué dans quoi que ce soit de mal, pas même un incident à l'école. J'ai appris tout cela parce que l'histoire a explosé dans la presse le lendemain. Un policier tue un étudiant innocent lors d'une poursuite, titrait la première page du journal. Les chaînes de télévision ont répété la nouvelle toute la matinée. Elles ont montré des photos de Douglas souriant, sa mère en larmes, des camarades de classe témoignant. Chaque mot était comme un coup de poignard dans ma poitrine. Le pire fut lorsqu'ils diffusèrent le témoignage de Donna Kesesao, une femme simple, d'une quarantaine d'années, le visage gonflé par les pleurs. Mon fils était tout ce que j'avais, disait-elle, la voix nouée. C'était un bon garçon, studieux, il rêvait de me sortir de cette vie difficile quand il aurait fini ses études. Maintenant, je n'ai plus rien. J'ai regardé cela assis sur le canapé à la maison avec Sophia à mes côtés. Elle n'a rien dit, mais j'ai senti le poids de son regard sur moi. Quand le reportage s'est terminé, un silence pesant a envahi le salon. Gabriel et Larissa étaient allés dormir, et il ne restait que nous deux avec l'écho de ces mots qui emplissaient l'air. Roberto, dit Sophia doucement, utilisant mon prénom comme elle ne le faisait qu'en des moments graves. Es-tu sûr que c'était de la légitime défense? La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Bien sûr que oui, ai-je explosé plus fort que prévu. Tu penses que je tuerais un innocent exprès? Le gamin a fait un mouvement brusque. J'ai pensé qu'il allait sortir une arme, mais même pour moi, les mots sonnaient creux. Et pire, pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans les yeux de Sophia. Pas peur d'une dispute ou d'une bagarre. Peur de qui j'étais vraiment. Peur de l'homme avec qui elle partageait son lit depuis 15 ans. Les jours suivants furent un enfer. J'ai été retiré des rues pendant que les affaires internes enquêtaient sur l'affaire. La presse ne me laissait aucun répit. Des journalistes appelaient chez moi, apparaissaient devant la porte de l'immeuble, abordaient Sophia lorsqu'elle sortait travailler. Mes collègues de travail ont commencé à m'éviter. Certains me saluaient encore par politesse, mais je voyais dans leurs yeux la même question que Sophia avait posée. Ferreira a-t-il vraiment cru que le garçon était armé? La famille de Douglas a intenté une action en justice contre moi et contre l'État. Ils ont engagé des avocats, lancé une campagne médiatique pour demander justice. Chaque semaine, un nouveau reportage sur l'affaire apparaissait. La mère de l'étudiant tué par la police demande la punition du policier. Affaire Douglas. Quand la violence policière prendra-t-elle fin? Le policier qui a tué l'adolescent a un historique de brutalité. Ce dernier titre m'a anéanti car ils avaient raison. Lorsque les journalistes ont enquêté sur ma carrière, ils ont découvert plusieurs plaintes classées, des réclamations de riverains concernant des interpellations violentes, des témoignages de collègues sur mes méthodes dures dans les rues. Rien qui n'avait entraîné de sanctions auparavant, mais qui prenait maintenant une dimension différente. À la maison, l'ambiance est devenue insupportable. Sophia me parlait à peine. Les enfants percevaient la tension et restaient trop silencieux, comme s'ils avaient peur de faire du bruit. La nuit, quand j'essayais de dormir, l'image de Douglas revenait. Parfois, je rêvais de lui. Parfois, il apparaissait dans le rêve, me demandant pourquoi j'avais fait cela, pourquoi je n'avais pas attendu de voir s'il était vraiment armé. J'ai commencé à boire davantage. Au début, c'était juste une bière de plus à la fin de la journée, puis 2, puis une bouteille entière. Quand la bière ne suffisait plus à faire taire les fantômes dans ma tête, je suis passé à la cachaça. Sophia se plaignait, nous nous disputions, je sortais de la maison et allais boire dans un bar jusqu'à tard. Tu deviens un étranger, a-t-elle dit un soir quand je suis rentré en titubant à 2 heures du matin. Les enfants ont peur de toi, Roberto, et moi aussi. Peur de quoi, ai-je crié, la langue pâteuse d'alcool. Peur de l'homme qui fait vivre cette maison? Peur de l'homme qui risque sa vie tous les jours dans la rue pour votre sécurité? Tu as tué un garçon innocent,
a-t-elle crié en retour. Et c'était la première fois que j'entendais Sofia me parler ainsi. Un garçon de l'âge de Gabriel. Et maintenant tu veux que je fasse comme si de rien n'était. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai levé la main sur Sofia. Je ne l'ai pas frappée, mais le geste a suffi. Elle a reculé effrayée, les yeux pleins de larmes, et j'ai vu à ce moment-là ce que j'étais devenu. Un homme violent, ivre, qui menaçait sa propre femme à la maison. Va dormir, ai-je murmuré, honteux de ce que j'avais failli faire. On en parlera demain quand je serai sobre. Mais le lendemain, les choses n'ont fait qu'empirer. Sofia avait passé la nuit à pleurer. Les enfants me regardaient à peine pendant le petit déjeuner, et je sentais le poids de toutes ces déceptions écraser ma poitrine. C'est durant cette période sombre que j'ai commencé à percevoir un changement étrange dans la routine de la maison. Sofia, toujours discrète avec sa foi, s'est mise à prier plus ouvertement. Je la trouvais à genoux dans le salon au petit matin, murmurant des prières que je ne comprenais pas. Des bougies apparaissaient allumées dans la chambre, et une petite image de Notre-Dame était placée sur la tête de lit. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, montrant l'image. « Je demande protection pour notre famille » a-t-elle répondu sans me regarder dans les yeux. « Je demande la paix pour ce garçon qui est mort et je demande pardon pour toi, puisque tu n'arrives pas à le demander pour toi-même. » Cela me mit en fureur. Je n'ai besoin de personne pour demander pardon pour moi, et encore moins pour cette petite poupée de plâtre. J'ai pris l'image et l'ai jetée par terre. Elle s'est brisée en petits morceaux, et Sofia a poussé un cri de désespoir. « Roberto, non » a-t-elle pleuré, s'agenouillant pour ramasser les morceaux. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La voir pleurer à cause de cette image brisée a durci quelque chose en moi. C'était comme si toute ma rage, toute ma frustration, toute ma culpabilité avait trouvé une cible plus facile que ma propre conscience. La religion est devenue mon ennemi personnel. Si ce Dieu auquel vous croyez existait vraiment, ai-je crié, il n'aurait pas laissé cela arriver. Il n'aurait pas mis ce gamin sur mon chemin. Vous priez, priez, priez. Et pourquoi faire ? Pour rien. À partir de ce jour, ma guerre contre la foi de la famille s'intensifia. Chaque fois que je voyais Sofia prier, je faisais un commentaire sarcastique. Quand les enfants revenaient du catéchisme, je demandais quel mensonge le prêtre leur avait raconté. J'interdisais toute conversation sur la religion à table. Mais malgré tous mes efforts pour combattre la foi qui entrait par la porte de ma maison, elle revenait toujours. Sofia acheta une autre image de Notre-Dame, encore plus petite, et la cacha dans son armoire. Gabriel, qui avait déjà 12 ans, commença à poser des questions sur Dieu auxquelles je ne savais pas répondre. Larissa, avec seulement 8 ans, me surprenait parfois en train de prier tout bas avant de dormir. « Pourquoi insistez-vous sur ces bêtises » explosais-je lors de mes disputes avec Sofia. « Pourquoi ne comprenez-vous pas que Dieu n'existe pas ? S'il existait, il aurait empêché ce garçon de mourir. Peut-être essaie-t-il de te parler à travers cette douleur que tu ressens » a un jour répondu Sofia, et cela m'a encore plus irrité. « Parler de quoi ? Que je suis un assassin, que je mérite de souffrir. Si c'est ce que ton Dieu veut me dire, alors je ne veux pas l'entendre. » Pendant ce temps, l'enquête sur la mort de Douglas avançait. Des témoignages ont été recueillis, des expertises ont été réalisées, des témoins ont été entendus. Chaque étape du processus était rapportée par les journaux, et chaque nouvelle me rappelait ce que j'avais fait. 6 mois après l'incident, le résultat fut connu. L'inspection générale a conclu qu'il y avait eu usage excessif de la force et manquement au protocole de sécurité. En termes plus simples, j'allais être expulsé de la police militaire. 15 ans de carrière, 15 ans d'un signe sur la poitrine, 15 ans d'une identité qui définissait qui j'étais. Tout cela prendrait fin dans quelques semaines. Quand j'ai reçu la notification officielle, j'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas seulement l'emploi que je perdais, c'était ma raison d'être, ma source d'autorité, ma façon de me voir dans le monde. Sans l'uniforme, sans l'arme, sans l'insigne, qui serais-je ? Cette nuit-là, j'ai bu plus que jamais. Sofia a essayé de me parler, mais je ne voulais pas l'écouter. « Tu trouveras un autre emploi » a-t-elle dit. « On s'en sortira d'une autre manière. »« Un autre emploi à faire quoi » ai-je crié en jetant la bouteille de cachaça contre le mur. « Je suis policier. C'est ce que je sais faire. C'est ce que j'ai toujours été. Tu es un père, Roberto. Tu es un mari. Tu es plus qu'un uniforme.
Mais je ne pouvais pas voir au-delà de cet uniforme. Sans lui, je me sentais nu, inutile, un rien. La rage qui consumait déjà mes jours s'est transformée en une fureur constante. Je criais après les enfants pour n'importe quelle raison, je me disputais avec Sophia pour des choses insignifiantes. Je cassais des objets quand l'irritation me submergeait. C'est alors que Sophia a pris la décision la plus difficile de sa vie. Je vais emmener les enfants chez ma mère, a-t-elle dit un matin, après une nuit où j'avais cassé 2 assiettes et un verre lors d'une dispute pour de l'argent. Tu as besoin de te soigner, Roberto. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Quand Sophia est partie de la maison, emmenant Gabriel et Larissa, quelque chose en moi est mort complètement. J'ai vu par la fenêtre les 2 enfants portant leurs petites valises, montant dans la voiture de ma belle-mère sans se retourner. Gabriel, qui courait toujours m'embrasser quand je rentrais du travail, ne pouvait même plus me regarder dans les yeux. Larissa pleurait en cachette, essayant de comprendre pourquoi la famille se séparait. La maison est devenue silencieuse, un silence pesant, suffocant, qui amplifiait chaque bruit que je faisais. Le son de mes pas dans le couloir vide, le bruit du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge de la cuisine, tout semblait crier ma solitude. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment seul. Les premiers jours furent marqués par un déni furieux. Je me disais qu'il reviendrait bientôt, que Sophia ne faisait que du cinéma, que les enfants auraient le mal du pays et demanderaient à rentrer à la maison. Mais au fil des semaines, la réalité s'est imposée, il ne reviendrait pas. Du moins pas tant que je resterais cet homme détruit que j'étais devenu. J'ai commencé à boire dès le matin. Je me réveillais avec la gueule de bois, prenais un café avec une dose de cachaça pour soulager mon mal de tête et continuais à boire toute la journée. La maison est devenue un vrai désordre. Des piles de vaisselle sale s'accumulaient dans l'évier, des vêtements éparpillés sur le sol, la salle de bain immonde. Je ne pouvais m'occuper de rien, pas même de moi-même. Les nuits étaient le pire moment. C'est alors que Douglas apparaissait. Parfois en rêve, parfois même éveillé, je voyais ce jeune visage me fixer avec une expression triste. « Pourquoi m'as-tu fait ça, monsieur Ferreira ?» demandait-il. « Pourquoi n'as-tu pas attendu d'être sûr ?» Je me réveillais en sueur, tremblant, criant dans le vide de la maison. Je me levais du lit et buvais encore, essayant d'éloigner cette image, mais elle revenait toujours. Sous la douche, quand je fermais les yeux, pendant les repas, quand je regardais la chaise vide où Douglas aurait pu être assis s'il était rentré à la maison ce jour-là, pendant les nuits blanches, quand le silence de la maison m'obligeait à affronter ce que j'avais fait. Un mois après la séparation, j'ai reçu un appel de Sophia. Sa voix était lointaine, fatiguée. « Roberto, les enfants demandent quand tu vas leur rendre visite. » J'ai dit quand tu irais mieux. « Je vais bien », ai-je menti, essayant de masquer l'ivresse dans ma voix. « Tu ne vas pas bien. Je l'entends à ta voix, tu as bu aujourd'hui et hier, et probablement tous les jours depuis que nous sommes partis. » Elle avait raison, mais je ne pouvais l'admettre. Je traverse juste une période difficile, Sophia. Tu sais tout ce qui s'est passé. Je sais, Roberto, mais tu dois chercher de l'aide. Les enfants ont besoin de leur père, mais pas de l'homme que tu es devenu. Ils ont peur de toi. Ces mots m'ont anéanti. Mes propres filles avaient peur de moi. Gabriel, qui me voyait comme un héros quand il était plus jeune, se cachait maintenant quand je rentrais ivre à la maison. Comment en étais-je arrivé là? Et si j'arrêtais de boire, ai-je demandé, sachant que c'était une promesse vide. Ce n'est pas seulement l'alcool, Roberto, c'est la rage. C'est cette guerre que tu as déclarée contre tout et contre tous. C'est cette révolte contre Dieu qui te consume de l'intérieur. Je ne suis pas en révolte contre Dieu, ai-je explosé. Je ne crois juste pas à ces bêtises. Si, tu le es. Tu es furieux parce que tu attendais qu'il empêche cela d'arriver. Tu es furieux parce qu'il ne t'a pas sauvé de ce que tu as fait. Mais, Roberto, Dieu ne nous empêche pas de faire de mauvais choix. Il nous offre seulement le pardon quand nous reconnaissons que nous avons fait une erreur. J'ai raccroché au nez. Comment pouvait-elle parler de pardon? Comment pouvait-elle parler de Dieu à un tel moment? Si ce Dieu existait vraiment, il m'aurait empêché de tuer un innocent. Il m'aurait donné de la sagesse à ce moment crucial. Il aurait protégé Douglas, protégé ma famille, protégé moi-même du malheur que j'étais devenu. Cette nuit-là, j'ai pris mon pistolet et l'ai regardé pendant des heures. Le métal froid, le poids familier dans ma main, le canon qui avait ôté la vie à un garçon innocent. Combien de fois avais-je pointé cette arme sur de vrais bandits sans tirer?
Combien de fois avais-je réussi à maîtriser la situation sans violence? Pourquoi, justement, avec Douglas, cela avait été différent? Vous êtes-vous déjà demandé comment nous parvenons à haïr ce dont nous avons le plus besoin? Parce que c'est ce qui m'arrivait. Plus je ressentais le besoin de quelque chose de plus grand pour me consoler, plus je rejetais toute idée de foi ou d'espoir. C'était comme si mon orgueil blessé préférait la destruction complète à l'admission que j'aurais pu me tromper sur tout. Les mois suivants furent une spirale descendante de plus en plus rapide. J'ai perdu mon appartement parce que je ne pouvais plus payer le loyer sans le salaire de la police militaire. J'ai emménagé dans une petite chambre à l'arrière de la maison d'un collègue qui a eu pitié de moi. C'était un espace minuscule, humide, avec une petite fenêtre donnant sur un mur de briques. Mais c'est là que j'ai touché le fond du gouffre. Ma routine était pathétique. Je me réveillais tard, la tête martelant de la gueule de bois. Je prenais une douche quand je m'en souvenais. Je mangeais n'importe quoi que je pouvais acheter avec le peu d'argent qui restait de ma rupture de contrat et je buvais. Je buvais jusqu'à m'évanouir, jusqu'à oublier où j'étais, jusqu'à ne plus sentir la douleur qui me rongeait de l'intérieur. Un soir, complètement ivre, j'ai appelé chez ma belle-mère, où Sophia vivait avec les enfants. Je voulais parler à Gabriel, je voulais lui expliquer que son père n'était pas un monstre, que tout avait été un terrible accident. « Allô » répondit la voix de ma belle-mère, Donna Carmen. « Je veux parler à mon fils » balbutiai-je, la langue pâteuse. « Roberto, tu es ivre. Il est minuit, les enfants dorment. »« Je veux parler à mon fils » criai-je en frappant du poing le mur de la petite chambre. J'entendis des voix chuchoter de l'autre côté de la ligne. Puis, Sophia prit le téléphone. « Roberto, tu ne peux pas appeler ici dans cet état. Tu fais peur aux enfants. » « Peur ? Je suis leur père, Sophia. J'ai le droit de parler à mes enfants. Tu as le droit quand tu seras sobre et quand tu seras en état d'être un père. Tel que tu es maintenant, tu n'es le père de personne. Tu n'es qu'un homme ivre qui blesse tous ceux qu'il aime. » Elle raccrocha. Je restai tenant le téléphone, entendant le signal d'occupation de la ligne, sentant le monde tourner autour de moi. C'était ça que j'étais devenu. Un ivrogne qui faisait peur à ses propres enfants. Un homme que sa femme ne reconnaissait plus. Cette même nuit-là, quelque chose est arrivé que je ne parviens pas encore à expliquer clairement. J'étais allongé sur le lit, presque éteint par l'alcool, quand j'ai senti une forte odeur de fleurs dans la petite chambre étouffante. Ce n'était pas du parfum, pas de l'adoucissant, c'était une odeur douce et suave qui venait de nulle part et emplissait tout l'espace. J'ai ouvert les yeux, essayant de comprendre d'où venait cet arôme. Il n'y avait pas de fleurs dans la petite chambre, il n'y avait rien d'autre que mes affaires éparpillées et quelques bouteilles vides par terre, mais l'odeur persistait, m'enveloppant comme une étreinte invisible. Pendant quelques minutes, la sensation fut un étrange soulagement, comme si toute cette angoisse qui m'étouffait avait un peu diminué. Mon corps se détendit, ma respiration devint plus calme et, pour la première fois depuis des mois, j'ai pu dormir sans cauchemar avec Douglas. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, l'odeur avait disparu. J'ai pensé que c'était un délire d'ivresse, une hallucination causée par l'alcool, mais cela s'est reproduit 2 autres fois les semaines suivantes, toujours quand j'étais au pire de ma forme, toujours apportant cette même sensation de paix temporaire. Je n'ai parlé à personne de l'odeur de fleurs, qui m'aurait cru? Un ex-policier ivre disant qu'il sentait le parfum de rose dans une petite chambre sale. On aurait pensé que j'étais complètement fou, mais je savais que ce n'était pas un délire. Il y avait quelque chose de différent dans ces moments, quelque chose que je ne pouvais ni expliquer ni rejeter. C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à faire des rêves étranges. Ce n'étaient pas des cauchemars avec Douglas, c'étaient des rêves calmes, presque sereins. Je me voyais dans une église vide, assis sur un banc de bois, regardant un autel illuminé par des bougies. Il n'y avait personne avec moi, mais je ne me sentais pas seul. C'était comme s'il y avait une présence, quelqu'un qui m'observait sans me juger. Dans le rêve, je pleurais. Je pleurais comme je ne pouvais pas le faire éveiller, avec des larmes qu'il avait toute cette rage et cette amertume qui me consumaient. Et quand je me réveillais, pendant quelques minutes, je ressentais une légèreté dans la poitrine que je n'avais pas connue depuis longtemps, mais bientôt la réalité me submergeait de nouveau. La culpabilité, la solitude, le sentiment d'avoir perdu tout ce qui avait un jour donné un sens à ma vie. Et je recommençais à boire, essayant de faire taire ces sensations confuses que les rêves et l'odeur de fleurs éveillaient en moi. C'était comme si 2 forces luttaient dans mon âme. L'une me tirait vers le bas, me convainquant que je ne méritais ni pardon ni paix.
L'autre essayait de me relever, me murmurant qu'il y avait encore de l'espoir, même pour quelqu'un comme moi. Mais mon orgueil blessé continuait de résister à toute possibilité de rédemption. Ce fut une nuit de décembre, près d'un an après la mort de Douglas, que ma résistance atteignit enfin sa limite. C'était la veille de son anniversaire, une date que j'avais découverte en lisant les hommages sur Internet. 18 ans, il aurait eu le lendemain. 18 ans qu'il ne vivrait jamais à cause de ma décision hâtive en ce maudit après-midi. J'étais plus ivre que jamais, plus anéanti que jamais. J'avais dépensé les derniers reals qu'il me restait dans une bouteille de cachaça bon marché. La petite chambre était un chaos total, empestant l'alcool et l'abandon. Je n'avais pas pris de douche depuis 3 jours, je n'avais pas mangé un repas décent depuis une semaine, je n'avais pas parlé à quelqu'un depuis encore plus longtemps. J'ai pris mon pistolet, le même qui avait tué Douglas, et je l'ai regardé pendant des heures. Je faisais tourner le barillet, sentais le poids du métal, me rappelais la sensation d'appuyer sur la gâchette. C'est cette saleté qui a détruit ma vie, ai-je murmuré, pointant l'arme vers le miroir brisé au mur. C'est à cause d'elle que j'ai tout perdu, mais au fond, je savais que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas l'arme qui a détruit ma vie. C'est ma prétention, mon incapacité à contrôler la situation, ma certitude que j'avais toujours raison. L'arme n'était que l'instrument de mon arrogance. Cette nuit-là, complètement bouleversé, j'ai décidé d'en finir. Mais avant cela, je voulais faire une chose. Je voulais prouver une fois pour toutes que ce Dieu en qui Sophia croyait en n'existait pas. Je voulais montrer à l'univers entier que la religion était bien une farce, qu'il n'y avait personne là-haut se souciant de ce qui se passait ici-bas. Je suis sorti de la petite chambre en titubant, le pistolet caché à ma ceinture. Les rues étaient désertes, seules quelques voitures passaient de temps en temps. J'ai marché sans but pendant environ 20 minutes jusqu'à arriver sur la petite place du quartier, où j'avais l'habitude de patrouiller. C'était un endroit que je connaissais bien, une zone que je protégeais quand j'étais encore policier. Au centre de la petite place se trouvait une statue de Notre-Dame des Grâces, une image simple d'environ 2 mètres de haut, placée là par la communauté catholique du quartier. Je voyais toujours des gens prier là quand je passais en voiture de patrouille. Des femmes comme Sophia apportant des fleurs, allumant des bougies, demandant protection pour leur famille. « Alors c'est là que tu habites » ai-je dit à haute voix à la statue, riant d'une manière amère. « C'est là que se trouve la soi-disant mère de Dieu. » J'ai sorti l'arme de ma ceinture et l'ai pointée vers cette image de plâtre peinte. « Tu as vu quand j'ai tué ce garçon ? Tu as vu et tu n'as rien fait pour l'empêcher ? Ou peut-être que tu n'existais pas à ce moment-là. » Ma voix résonnait dans la place vide. Je criais à cette statue comme si elle pouvait m'entendre, comme si elle pouvait me répondre « Où est ta protection ? Où est ta miséricorde ? Ma femme te prie tous les jours. Et qu'as-tu fait pour elle ? Tu as laissé son mari devenir un assassin. » La rage m'envahissait complètement. C'était comme si toute ma frustration, toute ma culpabilité, toute ma douleur avaient trouvé une cible concrète. « Je vais prouver que tu n'es que du plâtre et de la peinture » ai-je crié fermement, l'arme pointée. « Je vais prouver qu'il n'y a personne là-haut pour nous protéger. » Pendant quelques secondes, j'ai hésité. Même dans mon état d'ivresse complète, quelque chose en moi savait que j'étais sur le point de franchir une ligne que je ne devrais pas franchir, mais la rage était plus forte que toute hésitation. « Si tu existes vraiment, ai-je défié, empêche-moi. Fais quelque chose, montre que tu as un vrai pouvoir. » Et c'est alors que j'ai appuyé sur la gâchette. Le premier coup ne partit pas. L'arme s'est enrayée, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. J'ai tiré à nouveau. Rien. À la 3e tentative, toujours rien. J'étais complètement incontrôlable, jurant, secouant l'arme comme si elle était défectueuse. Cette saleté ne fonctionne même pas pour ça, ai-je crié en frappant la crosse du pistolet sur ma propre tête. C'est à la 4e tentative que l'arme a explosé dans ma main. Le bruit fut assourdissant. Une explosion qui a résonné dans tout le quartier, réveillant les chiens, allumant les lumières dans les maisons aux alentours. Des éclats de métal ont volé dans toutes les directions. J'ai été projeté en arrière par la force de l'explosion et je suis tombé assis sur le béton de la petite place. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu comprendre ce qui s'était passé. Mes oreilles sifflaient, ma vision était floue, ma main droite me faisait mal d'une manière que je n'avais jamais ressentie. Quand j'ai finalement réussi à faire la mise au point, j'ai vu les débris du pistolet éparpillés autour de moi. J'ai regardé mes mains, m'attendant à voir du sang, des blessures graves, peut-être des doigts coupés, mais elles étaient intactes.
Quelques légères brûlures à la paume droite, mais rien de plus. J'aurais dû perdre ma main entière, peut-être une partie de mon bras. Des fragments de métal avaient volé près de mon visage, mais aucun ne m'avait touché. Quand j'ai levé les yeux vers la statue, elle était toujours là, intacte, éclairée par la lumière jaunâtre du lampadaire. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Pendant une fraction de seconde, j'ai juré voir une expression différente sur le visage de cette image de plâtre. Ce n'était plus le visage serein habituel. C'était une expression de profonde tristesse, comme si elle avait été témoin de ma douleur et avait ressenti de la compassion pour moi. Une chaleur étrange a commencé à m'envelopper sur cette petite place. Ce n'était pas la chaleur de la fièvre ou de l'ivresse, c'était quelque chose de différent, une sensation qui venait de l'intérieur, remplissant un vide dont j'ignorais même l'existence. Mes jambes tremblaient, non pas de peur, mais d'une émotion que je ne pouvais pas nommer. Là, tombé sur le béton, entouré des débris de l'arme, qui fut un jour mon instrument d'autorité, j'ai finalement compris ce qui s'était passé. Ce n'était pas une coïncidence si le pistolet s'était enrayé 3 fois avant d'exploser. Ce n'était pas de la chance si j'étais sorti indemne d'une explosion qui aurait dû me mutiler. Et ce n'était pas un délire, la tristesse que j'avais vue sur le visage de cette statue. Pour la première fois en plus d'1 an, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant perdu, comme un homme brisé qui reconnaissait enfin sa petitesse face à quelque chose d'infiniment plus grand. Les larmes venaient d'un endroit très profond, lavant toute cette amertume qui m'étouffait depuis si longtemps. Pardon, ai-je murmuré, regardant toujours l'image de Notre-Dame. Pardon pour tout, pour Douglas, pour ma famille, pour avoir tant douté. L'odeur de fleurs est revenue à ce moment-là, plus forte que jamais. Mais maintenant, je savais que ce n'était pas une hallucination, c'était un signe, une réponse silencieuse à ma demande désespérée, une étreinte invisible venant de quelqu'un qui avait toujours été là, même quand je faisais tout pour la rejeter. Je suis resté assis sur cette petite place jusqu'au lever du soleil. Des habitants ont commencé à apparaître pour voir ce qui avait causé ce bruit pendant la nuit. Une vieille dame que j'ai reconnue comme l'une des dévotes que je voyais toujours prier là, s'est approchée avec précaution. « Vous allez bien, mon fils ?» demanda-t-elle, voyant mon état déplorable et les débris autour de moi. « Je le suis maintenant », répondis-je, et pour la première fois depuis des mois, c'était la vérité. Elle m'a aidé à me relever et m'a offert un verre d'eau de la bouteille qu'elle portait dans son sac. « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un, un parent ?»« Non, madame. J'ai juste besoin d'eux. J'ai besoin de chercher une église. » La dame sourit avec une douceur qui me rappela ma propre mère. « Il y a l'église de São Miguel à 3 pâtés de maison d'ici. Le père Francisco est très bon. Il accueille tout le monde avec bienveillance. » J'ai marché jusqu'à l'église encore tôt le matin. C'était une construction simple, avec les portes ouvertes pour la première messe du jour. Je suis entré lentement, me sentant étrange dans cet environnement que j'avais toujours méprisé. Il y avait quelques personnes éparpillées sur les bancs, principalement des personnes âgées, priant le chapelet. Je me suis assis sur le dernier banc, dans un coin, essayant de ne pas attirer l'attention, mais mon aspect déplorable, mes vêtements sales, l'odeur d'alcool, mes mains encore tachées de l'explosion, firent que quelques regards curieux se tournèrent vers moi. Le père Francisco était un homme d'une 50aine d'années, mince, avec une manière calme de parler. Pendant son homélie, il a parlé du pardon, des secondes chances, de la façon dont Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants. C'était comme s'il savait que j'étais là, comme si ces mots m'étaient adressés spécifiquement. Après la messe, je suis resté assis jusqu'à ce que tout le monde parte. Le prêtre s'est approché et s'est assis à côté de moi sans rien dire au début. Il est juste resté là en silence, attendant que je me sente à l'aise pour parler. « Père », ai-je commencé, la voix encore étranglée. « J'ai fait une très mauvaise chose. J'ai tué un garçon innocent. » Il n'a montré ni choc ni jugement, il a simplement acquiescé, indiquant qu'il écoutait. J'ai tout perdu à cause de cela. Ma famille, mon travail, ma dignité. Et hier soir, j'ai voulu défier Dieu. J'ai voulu prouver qu'il n'existait pas. J'ai raconté toute l'histoire au père Francisco. La mort de Douglas, la séparation de ma famille, mon penchant pour l'alcool, la nuit sur la petite place. Il a tout écouté sans m'interrompre, sans me juger, juste avec une attention respectueuse que je ne méritais pas. Et qu'avez-vous ressenti quand l'arme a explosé, demanda-t-il quand j'eus terminé. J'ai senti que quelqu'un m'avait sauvé de moi-même, que même si j'essayais de me détruire, il y avait une force supérieure qui me protégeait.
Notre-Dame a une façon très spéciale de prendre soin des enfants qui en ont le plus besoin, dit-il avec un doux sourire. Parfois, elle nous protège même de nous-mêmes, comme une mère le fait avec un enfant têtu. Ce jour-là, le père Francisco m'offrit une aide concrète, m'indiqua un groupe d'alcooliques anonymes, me donna des numéros de téléphone de personnes qui pourraient m'aider à trouver du travail et m'invita à participer à un groupe de prière qui se réunissait tous les mercredis. Père, ai-je demandé avant de partir. Pensez-vous que Dieu puisse pardonner à quelqu'un qui a tué un innocent? Il me regarda dans les yeux avec une gravité affectueuse. Mon fils, si Dieu ne pouvait pas pardonner les pires péchés, il n'aurait pas envoyé Jésus mourir sur la croix. Le pardon divin ne dépend pas de la taille de l'erreur, mais de la taille du repentir. Les mois suivants furent ceux d'une reconstruction lente et douloureuse. J'ai arrêté de boire avec l'aide du groupe d'alcooliques anonymes, où j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient également touché le fond. Écouter leurs histoires m'a fait réaliser que je n'étais pas seul dans ma chute, et qu'il était bien possible de se relever après avoir tout perdu. Le père Francisco m'a trouvé un emploi temporaire en tant que concierge de l'église. C'était un travail simple, nettoyer le temple, entretenir le jardin, organiser les chaises pour les événements, mais cela me donnait un but et de la dignité. Pour la première fois depuis longtemps, je me levais le matin avec quelque chose à faire au lieu de boire. Pendant ces mois, j'ai essayé à plusieurs reprises de parler à Sofia au téléphone. Les premiers appels furent difficiles. Elle avait encore peur. Elle ne croyait pas encore que mon changement était réel. Roberto, disait-elle, tu as déjà promis d'arrêter de boire avant. Comment puis-je être sûr que maintenant c'est différent? Je comprenais sa méfiance. J'avais brisé tant de promesses, causé tant de souffrances, qu'il aurait été injuste d'attendre qu'elle me croie immédiatement. Je ne te demande pas de croire mes paroles, ai-je répondu lors d'une de ces conversations. Je te demande juste une chance de prouver par des actes. La première rencontre avec les enfants eut lieu 3 mois après la nuit sur la petite place. Sofia accepta de me retrouver sur une place publique, dans un environnement neutre où elle se sentirait en sécurité. Quand je vis Gabriel et Larissa descendre de la voiture, mon cœur faillit s'arrêter. Ils avaient tellement grandi pendant ces mois de séparation. Gabriel était plus grand, plus sérieux. Larissa semblait plus timide, plus prudente. « Salut papa », dit Gabriel, mais il garda ses distances. Larissa se cacha derrière sa mère et ne fit qu'un signe de la main. Il était évident qu'ils avaient peur de moi, peur de l'homme violent et imprévisible que j'étais devenu avant de partir. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses simples, l'école, les amis, les dessins que Larissa aimait faire. Je me suis efforcé d'être gentil, de ne pas parler fort, de ne montrer aucun signe de l'agressivité dont il se souvenait. Quand nous nous sommes dit au revoir, Gabriel m'a donné une rapide étreinte, et Larissa a murmuré « Au revoir, papa », avant de courir vers la voiture. C'était peu, mais c'était un début. Parallèlement aux rencontres avec ma famille, je ressentais un besoin croissant de faire quelque chose pour Douglas. Je ne pouvais pas le sortir de mon esprit, mais maintenant ce n'était plus des cauchemars qui me tourmentaient. C'était une voix silencieuse qui me disait que je devais honorer sa mémoire d'une manière ou d'une autre. C'est alors que j'ai découvert que Donna Cesao, la mère de Douglas, vivait toujours dans la même maison. Grâce à quelques personnes du quartier, j'ai obtenu son adresse. Pendant des semaines, je me suis demandé si je devais y aller, si elle accepterait de me voir, si ce ne serait pas mieux de laisser cette douleur en paix. Mais un après-midi, après avoir beaucoup prié à l'église, chose que j'ai appris à faire pendant ces mois de reconstruction, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé chez elle. C'était une maison simple, avec un petit jardin à l'avant, où poussaient quelques rosiers. J'ai frappé à la porte, le cœur battant, sans savoir ce que j'allais dire ou comment elle allait réagir. La femme qui ouvrit la porte était plus petite que ce dont je me souvenais des images à la télévision. Maigre, avec des cheveux gris, des yeux fatigués de tant de souffrance. Quand elle me vit, elle me reconnut immédiatement. « Vous êtes Donna Cesao ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a acquiescé en silence, m'analysant de la tête aux pieds. « Je m'appelle Roberto Ferreira. Je suis le policier qui a tué votre fils. » Je m'attendais à ce qu'elle crie, qu'elle m'insulte, qu'elle me claque la porte au nez. Au lieu de cela, elle me regarda pendant quelques secondes avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Entrez », dit-elle simplement. Le salon de la maison était rempli de photos de Douglas à tous les âges, de bébé à 16 ans. Photos de l'école, de sa remise de diplôme du collège, le montrant souriant à côté de sa mère. C'était comme un sanctuaire dédié à la mémoire du garçon que j'avais ôté au monde.
Je suis venu demander pardon, ai-je dit sans pouvoir regarder ces photos. Je sais que cela ne ramènera pas votre fils. Je sais que cela ne guérira pas votre douleur, mais j'avais besoin de vous regarder dans les yeux et de vous dire que je regrette chaque jour ce que j'ai fait. Donna Kesesao resta silencieuse un long moment, puis se leva et apporta une photo de Douglas en uniforme scolaire. Il voulait être ingénieur, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Il rêvait de construire des ponts. Il disait qu'il voulait relier les gens qui étaient séparés. J'ai commencé à pleurer en entendant cela. Imaginez les rêves que ce garçon avait, les projets qu'il avait faits et qu'il ne réaliserait jamais à cause de mon imprudence, était une douleur physique dans ma poitrine. J'ai perdu mon unique fils à cause d'une seconde de votre perte de contrôle, a-t-elle poursuivi. J'ai pleuré tous les jours pendant 1 an. J'ai voulu mourir plusieurs fois. Je sais, Donna Kesesao, et je sais que rien de ce que je ferai ne pourra. Laissez-moi finir, m'a-t-elle interrompu. Après 1 an à vous haïr, à demander à Dieu de vous punir, j'ai compris une chose. La haine me tuait de l'intérieur, elle m'empêchait de me souvenir de mon fils avec joie. Elle se leva et se dirigea vers un petit autel qu'elle avait dans un coin du salon, avec une image de Notre-Dame des douleurs et plusieurs bougies allumées. Cela fait 6 mois que je demande à Notre-Dame de me donner la force de vous pardonner. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que j'ai besoin de ce pardon pour pouvoir vivre. Elle me regarda, les yeux embués de larmes, mais sans colère. Je vous pardonne, Roberto Ferreira. Au nom de mon fils, au nom de la paix que j'ai besoin de trouver, je vous pardonne. À ce moment-là, dans le salon simple de Donna Kesesao, entouré des photos du garçon que j'avais tué, j'ai expérimenté quelque chose dont j'ignorais l'existence. C'était comme si un poids gigantesque était ôté de mes épaules, comme si je pouvais enfin respirer après des mois à suffoquer de culpabilité et de honte. Son pardon n'a pas effacé ce que j'avais fait, n'a pas ramené Douglas, mais il m'a rendu la possibilité de reconstruire ma vie sans porter ce fardeau seul. Pour la première fois depuis ce maudit après-midi, j'ai senti que je pouvais peut-être être utile à quelque chose dans le monde. Donna Kesesao, dis-je encore ému. A-t-il quelque chose que je puisse faire? Une façon d'honorer la mémoire de votre fils? Elle réfléchit un instant, regardant les photos éparpillées dans la pièce. Douglas a toujours voulu aider d'autres jeunes qui n'avaient pas les mêmes opportunités que lui. Avant de mourir, il organisait un groupe d'études pour aider des camarades en difficulté scolaire. C'est ainsi qu'est née l'idée qui allait complètement changer le cours de ma nouvelle vie. Donna Kesesao m'a parlé d'une ONG du quartier qui travaillait avec des jeunes en situation de risque, leur offrant des activités sportives, du soutien scolaire et une orientation professionnelle. Ils ont toujours besoin de bénévoles, a-t-elle dit. Peut-être pourriez-vous y aider, monsieur. Au début, j'ai été rejeté par la coordination de l'ONG. Quand j'ai raconté mon histoire, expliquant que j'étais l'ex-policier qui avait tué Douglas Santos, la réaction fut de méfiance et de peur. Comment pouvons-nous placer quelqu'un avec un tel passé pour travailler avec des jeunes, ont-ils demandé. Mais Donna Kesesao est intervenue pour moi, a parlé à la coordinatrice, a raconté mon repentir sincère, les changements qu'elle avait observés en moi. Si moi qui ai perdu mon fils à cause de lui, je peux pardonner et faire confiance, vous aussi pouvez lui donner une chance, a-t-elle argumenté. J'ai commencé comme bénévole dans les activités les plus simples. J'aidais à l'organisation de l'espace, à la préparation du goûter, au nettoyage après les activités. Les jeunes me regardaient avec curiosité et méfiance. Certains avaient déjà entendu parler de mon histoire. D'autres percevaient qu'il y avait quelque chose de différent chez un homme de 40 ans faisant du bénévolat. Avec le temps, j'ai commencé à participer plus activement aux activités. Mes expériences dans les rues, même avec toutes les erreurs que j'ai commises, me donnaient une perspective unique sur les dangers auxquels ces jeunes étaient confrontés. Je parvenais à parler leur langage, à comprendre leur révolte, leur frustration face à un système qui semblait travailler contre eux. Oncle Roberto, m'a dit un jour un garçon de 15 ans nommé Lucas. C'est vrai que vous avez été policier? C'est vrai, Lucas, et c'est vrai aussi que j'ai commis de graves erreurs quand j'étais policier. Quel genre d'erreur? J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. C'était la première fois qu'un des jeunes de l'ONG me posait directement des questions sur mon passé. Je pensais tout savoir, que je pouvais résoudre tous les problèmes avec autorité et force. Cette arrogance m'a conduit à faire quelque chose de terrible qui a changé de nombreuses vies, y compris la mienne. Lucas resta pensif quelques secondes. Mais vous avez changé, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes ici. Oui, j'ai changé.
J'ai appris que la vraie force ne vient pas d'une arme ou d'un signe. Elle vient de la capacité à reconnaître nos erreurs et à travailler pour réparer le mal que nous avons fait. Des conversations comme celle-ci sont devenues plus fréquentes. Les jeunes ont commencé à me voir non pas comme une autorité à craindre, mais comme quelqu'un qui comprenait le poids des mauvais choix et la possibilité de recommencer. Parallèlement au travail au sein de l'ONG, ma relation avec Sophia et les enfants s'est reconstruite lentement. Les rencontres bimensuelles sont devenues hebdomadaires. Les conversations prudentes ont fait place à des moments d'intimité familiale que je n'avais pas ressentis depuis des années. 1 an après la nuit sur la petite place, Sophia a accepté que je rende visite aux enfants à la maison. C'était un territoire neutre, la maison de ma belle-mère, mais ce fut un grand pas. Gabriel, maintenant âgé de 14 ans, a commencé à se confier davantage à moi. Il me parlait de l'école, de ses amis, de ses projets d'avenir. Papa, m'a-t-il dit lors d'une de ses visites, mes camarades me demandent parfois pourquoi toi et maman ne vivez pas ensemble. Et que réponds-tu? Que tu te soignes. Que tu as été malade pendant un temps, mais que maintenant ça va mieux. La sagesse de ce garçon m'a impressionné. Il avait trouvé un moyen d'expliquer notre séparation sans me diaboliser, mais aussi sans minimiser la gravité de ce qui s'était passé. Larissa, à 10 ans, a été celle qui a mis le plus de temps à me faire de nouveau confiance. Mais quand elle s'est finalement sentie en sécurité, son affection est revenue avec toute sa force. Elle a commencé à me montrer les dessins qu'elle faisait, les histoires qu'elle inventait, les livres qu'elle lisait. Papa, m'a-t-elle dit un après-midi. La maîtresse a dit que toutes les familles ont des problèmes, mais l'important est de ne pas renoncer à s'aimer. 2 ans après la nuit qui a tout changé, j'ai reçu une proposition inattendue. L'ONG, où je travaillais comme bénévole, m'a offert un emploi formel en tant qu'agent de sécurité et médiateur de conflits. C'était un travail qui combinait mon expérience antérieure avec ma nouvelle compréhension de la gestion des personnes en situation de vulnérabilité. Roberto, a dit la coordinatrice le jour où elle m'a fait l'offre, vous avez une capacité unique à établir des liens avec ces jeunes. Ils vous font confiance parce qu'ils savent que vous comprenez ce que c'est que de se tromper et de vouloir changer. Le même mois, Sophia a accepté que nous vivions de nouveau ensemble. Ce ne fut pas une réconciliation romantique immédiate, mais un accord familial basé sur la confiance qui s'était reconstruite au fil de ces années. Nous avons loué une petite maison près de l'ONG et, pour la première fois depuis longtemps, nous avons retrouvé une routine familiale. Aujourd'hui, 5 ans après ce petit matin sur la petite place, je travaille quotidiennement avec des jeunes qui auraient pu être Douglas. Certains viennent à moi avec colère, révolte, méfiance du monde. Je vois en eux ce que j'ai été un jour. Des personnes blessées qui expriment leur douleur par l'agressivité. Mon expérience m'a appris que la véritable autorité ne vient pas de la force physique ou de la position sociale, elle vient de l'humilité de reconnaître nos erreurs, du courage de demander pardon et de la persévérance à travailler chaque jour pour réparer le mal que nous avons causé. Chaque semaine, je visite la tombe de Douglas. J'apporte des fleurs, je lui parle comme s'il pouvait m'entendre. Je lui parle des jeunes que j'essaie d'aider. C'est ma façon de maintenir sa mémoire vivante et de transformer une tragédie en un but. Donna Kesesao est devenue une grande amie de la famille. Elle voit en Gabriel et Larissa un peu du fils qu'elle a perdu. Et mes enfants ont trouvé en elle une grand-mère adoptive pleine de tendresse et de sagesse. C'est beau de voir comment le pardon peut créer des liens inattendus. Sophia est retournée à l'église, et cette fois je l'accompagne. Non pas parce que je me suis converti du jour au lendemain, mais parce que j'ai appris à respecter et même à trouver du réconfort dans la foi qu'elle a toujours eue. Les images de saints dans notre maison ne me dérangent plus. Au contraire, elles me rappellent quotidiennement qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui veille sur nos pas. Cette nuit de décembre, quand j'ai pointé mon arme sur la statue de Notre-Dame, je voulais prouver que Dieu n'existait pas. Aujourd'hui, je sais qu'il m'a prouvé le contraire de la manière la plus aimante possible, en me sauvant de moi-même, même lorsque je faisais tout pour le rejeter. L'arme qui a explosé dans mes mains a brisé plus que du métal, elle a brisé mon orgueil, mon arrogance, ma fausse certitude que je pouvais tout contrôler seul. Et de cette cassure est né un homme nouveau, plus humble, plus conscient de ses limites, mais infiniment plus capable d'aimer et d'être aimé. Parfois, je me demande, si vous pouviez décrire votre propre quête de quelque chose de plus grand un seul mot, lequel serait-ce? Pour moi, ce serait l'abandon. J'ai appris que la vie n'a eu de sens que lorsque j'ai cessé de me battre contre elle et que j'ai accepté que j'avais besoin d'aide, de pardon et d'une seconde chance.